Et déjà, merci à tous d'être présents pour ce premier épisode en direct de la Matrice à bugger. Donc, c'est le 4e en vrai. Et c'est le premier en direct. Et c'est cool parce que ça symbolise beaucoup pour nous. Ça veut dire que c'est vraiment, ça commence à s'ancrer, on continue et tout. Et on est super contente. On espère que ça va continuer encore beaucoup comme ça. Mais moi, je suis super nulle pour présenter le podcast et l'annoncer. Donc, c'est Manon qui le fait beaucoup mieux. Donc, vas-y. Je te donne la Moi, parole. je me suis juste entraînée à dire une phrase qui est bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, en plus j'ai raté, ce nouvel épisode de La Matrice à bugger, épisode dans lequel on va s'intéresser aux parcours, différents parcours de la cybersécurité. Et juste pour vous refaire un peu le topo, pendant que les gens arrivent, mais c'est très bien parce qu'il reste de la place, donc c'est super. Pour vous refaire un peu le topo, la matrice à bugger, l'objectif c'est de parler entre nous de toutes les interrogations qu'on peut avoir, de tout ce qui bug un peu, les questions, ce qui nous paraît étrange quand on écoute les infos, quand on écoute des podcasts, quand on regarde la télé. Et on se questionne ensemble. Donc on a déjà fait des podcasts sur le métier de hacker éthique, genre hacker ça peut être un métier. L'intelligence artificielle, est-ce que ça a une conscience? Est-ce que ça va révolutionner la médecine? Enfin, on en entend beaucoup parler. On a essayé de se poser les questions. Et puis, de sujets aussi auxquels on est tous confrontés, type le cyberharcèlement, par exemple. Et à chaque fois, on a des personnes avec des profils hyper variés. Et on se rend compte que avec ce genre d'événement, on est tous à se poser beaucoup de questions sur les parcours, comment on fait, les difficultés, qui on va voir, ce qu'on peut faire et tout. Et on s'est dit, on va prendre un petit temps là pendant ces 3 jours de parcours pour échanger ensemble, parler de nos difficultés, de nos objectifs et de voilà comment on en arrive au métier un peu du numérique et de la cyber tous ensemble, quoi. Merci Léa. En fait, pour être totalement transparente avec vous, à chaque fois qu'on fait un épisode avec Léa, on part un peu de nos réflexions personnelles, nos sentiments personnels. Et là, pour cet épisode, la principale réflexion, c'était le sentiment d'imposteur qu'on a ressenti, nous, quand on s'est lancé dans la cyber. On vient d'un parcours de sciences humaines et on a un peu été confronté à ça au début de notre vie pro. Donc on s'est dit, vous savez quoi, pourquoi pas en parler? Peut-être que c'est des choses qui résonneront en vous. Et donc, encore une fois, on vous invite à poser vos questions tout au long du podcast. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à nous interrompre. Je reprends mon souffle. Et donc voilà, cet épisode s'appelle « Je me lance dans la cyber ». Et on a aujourd'hui 3 formidables invités que je vais laisser se présenter. Est-ce que, Emma, tu veux débuter ? Donc, je m'appelle Emma, je suis lieutenant dans l'armée de terre et je travaille, moi, pour le ComCyber après avoir fait Saint-Cyr. Donc, moi, je suis saint-cyrienne. Donc, j'ai un profil assez atypique dans la cyber puisque quand on me demande est-ce que je suis technique ou géopolitique, je dis aucun des deux. Puisque je suis diplômée de Saint-Cyr. Et je fais de la CTI, donc c'est de la Cyber Threat Intelligence, donc c'est un renseignement d'intérêt cyber pour le ComCyber. Merci beaucoup, Emma. Ça claque, c'est vrai. Du coup, moi, Mathieu Besson, je suis chef de projet chez Capgemini depuis 1 an et demi. Capgemini cybersécurité, donc sur des projets orientés pentest et bug bounty. Notamment, je travaille avec Manon aussi, avec notre partenariat avec Yogosha. Voilà, moi, j'ai pas du tout un parcours cyber. Je suis pas ingénieur. À la base, j'ai fait un DUT réseau et télécommunications. Ensuite, je suis parti en réseau sans fil et sécurité, mais sécurité vraiment propre au réseau, rien à voir avec la spécificité de la cyber. Et après, je suis parti totalement en expérience professionnelle dans les télécoms, donc plus rien à voir avec le réseau ou la cyber, mais on reviendra dessus, je pense, après. Alors, est-ce que c'est bon? Oui. Donc moi, c'est Geoffroy Milochaud. Donc je suis celui qui a un train de retard puisque j'ai pas de travail et je suis en recherche d'emploi. Mais j'ai fondé mon auto-entreprise de cartographie et donc je cartographie notamment le cyberespace pour certains de mes clients. Mais je fais de la cartographie très classique puisque je suis issu de sciences humaines à l'origine, comme Manon et Léa, on a fait le même parcours. Voilà. Donc, comme on le disait, aujourd'hui, on a voulu amener des parcours qui sont très diversifiés. Autant un peu plus technique comme Mathieu, plus sciences humaines comme Geoffroy et Léa et moi. Et en fait, on voulait se demander, et Mathieu, tu as commencé un petit peu à expliquer ton parcours. Est-ce que Emma et Geoffroy, vous pouvez expliquer un petit peu plus comment vous en êtes arrivés à faire de la cyber? Justement, toi, Geoffroy, étant issu de sciences humaines, et ensuite Emma, s'il te plaît. Alors moi, déjà, à l'origine, je suis un gros geek.
Mais j'ai jamais été bon en info, ça m'a jamais intéressé. Moi, j'aime les sciences humaines, j'aime l'histoire, j'aime la géo, c'est comme ça que j'ai fait des cartes, et j'aime la géopolitique. Et en fait, quand je suis arrivé à l'IFG, on m'a parlé de cyberespace. IFG, tu peux. IFG, c'est l'Institut français de géopolitique, donc c'est un organisme qui tout simplement propose des masters en géopolitique. Et donc on nous a introduits au cyberespace, ça ne me parlait pas spécialement. J'ai eu ce premier contact-là grâce à l'IFG, grâce à mon mémoire de recherche qui était sur l'ordre de la défense. Quand on parle de défense, on parle de cyber. Ça m'a intéressé parce que je suis quelqu'un qui aime avoir des problématiques multiples. Et pour moi, le cyberespace, c'est juste un nouvel espace de géopolitique qui a des problématiques très différentes. Ça amène des nouvelles réflexions, notamment en cartographie. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et fallait que je dise quoi? C'était mon parcours. Donc oui, en fait, tout simplement, je me suis spécialisé en M2 avec des savoirs très théoriques. On nous a appris les doctrines d'État, tout ça. Et j'ai fait un stage au sein du Cyber-Peace Institute qui m'a validé mes ambitions cyber entre gros guillemets, c'est-à-dire que j'ai fait de l'analyse sur les menaces qu'il y avait dans le conflit russo-ukrainien, avec en plus un côté humanitaire qui, moi, m'intéressait. Et donc ça m'a vraiment confirmé dans le côté j'ai envie d'analyser les menaces du cyberespace, coupler ça à de la géopolitique plus classique, etc. Et depuis que j'ai fini ce stage et mes études, j'ai monté mon entreprise de cartographie. Je travaille un peu moins sur le cyber, mais quand j'ai l'occasion, je le fais, notamment dans tout ce qui est lié au conflit. Et je me suis aussi formé à côté, moi, en plus de mes études, pour avoir un aspect un peu plus technique, pour me rassurer sur ce que je savais faire et pour mieux comprendre les techniciens. Merci beaucoup, Geoffroy. Emma? Donc moi, je suis 100% scientifique. Donc j'ai fait une prépa scientifique et donc quand on intègre Saint-Cyr, c'est considéré comme une grande école, donc qui nous fournit en fait un diplôme d'ingénieur à la fin. Et donc on avait le choix en fait pendant notre année nos 3 années de scolarité à Saint-Cyr de choisir une spécialité. Et j'ai choisi informatique puis cyber. Et en fait, ça m'a passionnée et je me suis dit en fait, je préférerais faire ça. La cyber et de continuer dans la cyber et de faire une carrière militaire dans la cyber plutôt que faire une carrière militaire type classique comme on l'appelle. Et donc j'ai fait une demande à la fin de ma 3e année de Saint-Cyr, donc juste avant d'avoir mon diplôme, et ça a été accepté. Et donc je suis officiellement en fait officier de carrière, mais dans la cyber. Et donc je peux continuer en fait à gravir les échelons dans la cyber en tant qu'officier. Et justement, on voulait justement pousser un peu la question. Donc, vous avez tous des parcours hyper différents. Et une chose qu'on a remarqué souvent avec Manon, c'est que ce qu'on fait au quotidien, ça ressemble pas forcément à ce qu'on imaginait au collège, lycée et dans notre formation. Donc, on parlera de vraiment concrètement ce que vous faites au quotidien ensuite. Mais la question, c'était plutôt, est-ce que vos métiers, ça ressemble à ce qu'on vous a dit quand vous étiez en formation? Enfin, moi, pour donner un exemple, moi, j'étais à l'Institut français de géopolitique. On a tous ce savoir-faire général, cette culture générale aussi, cette connaissance relations internationales et cyber de ce point de vue-là. Mais par exemple, dans mon métier, il y a beaucoup d'opérationnel et c'est pas quelque chose qu'on apprend en formation, quoi. Et donc, je sais pas, toi, Mathieu, par exemple, vu que tu étais dans une formation plus technique, est-ce qu'on te préparait concrètement à ton métier? Est-ce que tu as appris avec l'alternance ou d'autres manières? Ouais, on nous prépare concrètement au métier, mais plus au métier de technicien réseau ou télécommunication. Donc, j'avais pas du tout prévu à la base d'être chef de projet, ni d'intégrer un métier plus cyber. Nous, comment expliquer ça? Ouais. C'est très orienté technique. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est une bonne question. C'était un peu différent quand même de ce que tu fais là, j'imagine, chez Cap ou autre. Complètement. Après, c'est mon expérience professionnelle après qui m'a plus poussé là-dedans, puisque j'ai intégré du coup un poste plus de pilotage, donc de petit chef de projet en quelque sorte. Donc à partir de là, j'étais déjà un peu sorti de la technique et j'étais plus passé sur la partie organisationnelle, pardon. Et du coup, qui m'a emmené ensuite sur la cyber, parce que j'étais parti, donc, comme je le disais tout à l'heure, sur les télécoms. Et j'avais envie de revenir sur la partie réseau que j'avais vue pendant mon alternance et au final spécifique à la cyber. Et toi, Geoffroy, qui est par exemple à l'inverse avec un profil beaucoup plus géopo et sciences humaines et sociales, est-ce que dans les missions concrètement, quand tu regardes les fiches de poste qui sont liées à ton niveau aujourd'hui ou à ce que tu recherches, ça correspond à ce que tu as pu étudier? Comment ça se passe? Non. On va faire simple. Non, enfin, ça dépend de quel poste. C'est-à-dire qu'au début, je m'orientais plutôt sur des postes de consultant où on m'a toujours dit que j'avais un profil intéressant en étant issu de l'IFG, etc. Mais il y a toujours cette peur de manque de connaissances techniques. C'est aussi pour ça que j'ai fait des formations complémentaires de mon côté.
Et en fait, il y a aussi beaucoup de fiches de poste qui sont floues. Et en fait, quand on parle aux employeurs, ça se voit que parfois, même pour eux, c'est un petit peu flou. Et qu'en fait, du coup, on se retrouve à deux à se regarder. On ne sait pas trop ce qu'on fait là. Je lui parle de mon parcours, il me dit que c'est intéressant, mais que ça ne l'intéresse pas. Donc, on passe à autre chose. C'est un petit peu ça. Voilà. Après, concrètement, je retrouve des choses. Par exemple, maintenant, je fais beaucoup plus d'OSINT de mon côté. Ça, c'est quelque chose de très clair. Et encore, oui, en fait, non, c'est même pas clair du tout. L'OSINT, en fait, c'est de la recherche en source ouverte. Donc, c'est un mot très large. Ça va aussi bien être de la recherche sur les réseaux sociaux que de l'analyse d'images. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que c'est tellement vague que entre rechercher quelqu'un qui sait aller sur les réseaux sociaux pour sortir des données et quelqu'un qui fait de l'analyse dans le deep web, il y a quand même un niveau d'OSINT qui n'est pas le même, même si c'est de l'OSINT à chaque fois. Et donc c'est pour ça, moi, en tout cas, dans ma recherche d'emploi, il y a toujours eu un petit peu, on a des termes communs, mais on ne met pas forcément les mêmes mots dessus, et parfois ça rend la recherche un peu compliquée. Et justement, tu nous fais une magnifique transition avec la question suivante qui est comment ça se passe quand on s'insère sur le marché du travail? Je sais qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont venus aussi pour voir les entreprises, les institutions et présenter son profil pour trouver du boulot. Et parfois, on a l'impression qu'il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs temps selon le profil. Toi, Mathieu, par exemple, qui a un profil technique, on trouve du boulot facilement dans la cyber? On vous trouve du boulot très très facilement. Enfin, moi, sortie d'études, c'est-à-dire que j'ai fini le 31. Le premier, je commençais mon boulot de sortie d'études. Après, moi, c'était un peu différent parce que j'étais en alternance. Et du coup, j'étais embauché dans la boîte dans laquelle j'étais en alternance. Donc là-dessus, il y avait un pont qui était assez simple à faire. Après, dans l'expérience que j'ai de mes amis de promo, il n'y a eu aucun problème de ce côté-là. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Emma? Alors moi, je suis un mauvais exemple puisque moi, j'ai fait un concours. Donc, je suis directement arrivée en fait en tant que militaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, comme tout militaire, je suis sujette en fait à mutation. Donc nous, je peux être mutée. Là, par exemple, je fais aussi de l'OSINT. Mais je peux être mutée, moi je suis taguée cyber, mais je peux être mutée sur un tout autre travail. Et donc, j'ai pas trop de problèmes sur ça. Mais c'est surtout sur la question précédente. Nous, en fait, je suis obligée de me former à chaque fois sur mon poste. Il y a beaucoup de formations internes, puisque c'est tellement varié dans les armées. Et en fait, c'est à l'image du civil. Donc, les métiers sont tellement variés qu'on ne peut pas être formé sur tous les métiers. Et comme en fait, je suis taguée cyber, je peux faire tous les métiers. Est-ce que toi aussi, Manon, tu veux nous parler de comment ça s'est passé quand tu as cherché du boulot? J'ai le souvenir qu'on était plus ou moins... on traînait ensemble à ce moment-là. Ouais, on était copines, je crois. Tu avais un peu t'es là, les filles... Customer Success Manager. Ouais, en fait, un peu de la même manière que Mathieu, moi je suis tombée dans l'opérationnel aussi. Si à 16 ans on m'aurait dit que j'allais faire de l'opérationnel, déjà j'aurais pas su à quoi ça fait référence. Mais en gros, c'est plein de petites tâches et j'aime bien. T'es tout le temps occupé, mais c'est bien. Ouais, je décris super bien mon travail, merci. Mais pour la petite histoire, Léa qui travaillait au sein du pôle d'excellence cyber, donc ceux qui organisent l'événement auquel on assiste aujourd'hui, elle connaissait plein de petites entités, plein de petites entreprises qui évoluaient au sein de l'écosystème cyber. Elle m'avait parlé d'une entreprise et je la voulais. Je voulais l'intégrer parce que ça m'intéressait. Et en fait, il y avait un côté un peu badass dans la description de l'entreprise, vu qu'on travaillait avec des hackers éthiques. Et ça claque, non? Ok. Et donc, j'ai passé plusieurs entretiens avec cette entreprise qui finalement m'a pris et dans laquelle j'évolue aujourd'hui. Mais oui, il y a eu un petit peu de la même manière que Geoffroy aussi, en fait, des moments de doute. Et on est aussi là pour en parler, je pense, aujourd'hui, justement, de laisser descendre le stress, parce que là, il y a des centaines de personnes dans la salle. Et ouais, je dis ce que je veux vous savoir. De toute façon, il n'y a pas d'image à la rediffusion. donc ouais, prenons le temps de parler de ces choses-là, parler de nos doutes. C'est des choses qui ont besoin d'être communiquées pour justement un peu lever le tabou par rapport à ça. Et en fait, la cyber, c'est comme tout secteur pro. Il y a forcément des moments où on ne va pas se sentir capable, mais je pense qu'il n'y a aucun métier où tu échappes à ça, à part si tu as un énorme melon. J'aimerais bien. Mais pour revenir à du très concret et encore au fait de prendre le temps de discuter des choses, moi j'aimerais vous poser une question.
Concrètement, parce que là, je détaillais super mal mon métier en disant que je faisais plein de petites tâches et que c'était cool. Concrètement, quotidiennement, vous faites quoi? Tu évoquais rapidement l'OSINT, Geoffroy. Moi, j'aimerais qu'on détaille les missions que vous avez au sein d'une semaine. Emma, j'imagine que tu pourras pas tout nous dire. Et tu pourras dire cette phrase très stylée de «Désolé, c'est confidentiel». Je te la coupe pas vraiment, hésite pas. Moi, je sais que quand j'avais, je sais pas, 13 ans, je voulais être coiffeuse et avocate. Faut pas me poser de questions, j'étais très indécise. Donc voilà, parlez de vos vies. Geoffroy? Moi, qu'est-ce que je fais tous les jours? L'avantage, c'est comme je suis chef de ma propre entreprise, je fais ce que je veux. Mais pas vraiment. C'est-à-dire que généralement, en termes de cyber pur, en fait, je fais pas souvent grand-chose. Parfois, je fais de l'OSINT pour aller chercher des informations pour moi. Souvent, je m'entraîne pour moi. J'ai pas de clients qui me payent pour le faire ou quoi. Est-ce que tu peux donner une de tes consignes que tu t'es toi-même donné en tant que boss à boss? Faire un max d'argent. Bonne consigne. Des consignes. En fait, je me suis fixé un emploi du temps, c'est-à-dire la matinée, je me forme, je fais de l'OSINT, j'apprends, j'échange avec quelques partenaires qui acceptent de me parler pour qu'ils m'apprennent comment eux trouvent des informations. Et il y a vraiment des gens qui sont très doués qui m'apprennent des nouvelles méthodes, voire qui me communiquent parfois des bases de données qui me permettent moi d'avoir des informations un peu plus claires sur certains endroits que je maîtrise moins. Et l'après-midi, je fais de la réalisation, c'est-à-dire que là, vraiment, je travaille sur mes commandes, mes cartes. Je suis sur Adobe Illustrator, je suis sur QGIS, ça va dépendre de ma commande et je fais mes cartes. Merci Geoffroy. C'est mon emploi du temps. Mathieu? Sur ma partie gestion de projet, le premier point, c'est d'abord de comprendre les besoins du projet et donc les besoins du client. Ensuite, c'est de mettre en relation et en adéquation les besoins du projet avec les ressources dont on peut avoir et le matériel dont on va avoir besoin aussi sur le projet. Et ensuite, c'est plus une phase de planification des différents goals qu'on aura pendant la durée du projet et qui sont parfois liés aux livrables qu'on doit aussi rendre au client. Et on ne va pas se mentir, ça passe aussi par beaucoup de PowerPoint. Notamment des statistiques qu'on a l'habitude de faire ensemble sur les projets de Bug Bounty, sur les résultats du projet, etc. Parce qu'on doit présenter donc l'avancement au fil de l'eau au client pour pouvoir le tenir au courant de l'avancement du projet et puis répondre aux besoins finaux du projet. Merci Mathieu. Voilà, donc ça c'est mon travail, mieux décrit. Avec un peu plus de ça, exactement. Emma, tu veux nous raconter ta journée? Donc moi, je suis analyste. Donc, ça veut dire que je suis, entre guillemets, au plus bas de la hiérarchie, en fait, chez nous. Et donc, comme je fais du RANS, d'intérêt cyber, nous, en fait, on fait aussi de l'OSINT, mais vraiment axé sur le suivi, en fait, des menaces qu'on suit. Donc, c'est en OSINT par rapport au signalement que certains partenaires nous donnent. Et en fait, on met toutes ces données en fait, en relation pour créer, en fait, entre guillemets, un schéma type de l'attaquant pour pouvoir après le rediffuser en fait, au SOC des armées pour pouvoir les donner. Puis mes collègues de rétro-ingénierie qui travaillent en fait, avec moi et qui sont dans la même division que moi, en fait, créent des règles pour les fournir en fait, au SOC pour pouvoir nous défendre au niveau des systèmes d'information des armées. Et en fait, on communique beaucoup avec nos différents partenaires pour créer en fait une sorte de communauté. Est-ce que, pardon, je peux, on ne sait jamais, d'expliquer ce que c'est un SOC? Quand tu parles de SOC, voilà, vite fait. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire l'acronyme de SOC, si un de vous le sait. C'est ça. Désolée. Donc, c'est un centre de supervision en fait, des systèmes d'information. Et comme on a des centaines en fait, de systèmes d'information dans les armées, en fait, on a différents SOC un peu partout en France, et dont là où je travaille, qui en fait supervise tous les SI du MINARM, donc du ministère des Armées. Et en fait, ils reçoivent en fait, des logs. Et parfois, en fait, ça sonne et donc il faut vérifier. Et en fait, en fonction des alertes, ils peuvent nous renvoyer pour qu'on puisse analyser ces alertes et pour dire ah ben ça c'est du faux positif, ça c'était ça c'est une vraie alerte. Il faut qu'on l'escalade en incident, il faut qu'on fasse plus de choses.
Et c'est aussi une partie de notre métier, de mon métier, c'est d'analyser en fait les données qu'ils nous donnent pour voir si c'est des vrais méchants ou pas. Très clair. Merci beaucoup, Emma. Avant de passer à la suite, et merci à tous d'avoir vraiment bien présenté vos parcours et vos quotidiens, j'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit, Geoffroy, sur le fait que tu te formes. Et je trouve que là, c'est juste la minute où j'étale ma science, concrètement. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans le monde de la cyber, notamment dans la partie sécurité offensive, avec les hackers éthiques avec lesquels on travaille au quotidien, avec Mathieu notamment. En fait, il y en a beaucoup qui nous disent, là par exemple, je suis en auto-entrepreneur, et donc il y a 2 mois dans l'année que je vais réserver à la formation. Parce que, on le rappelle, c'est un secteur qui évolue extrêmement vite, et donc le besoin de se remettre à niveau d'un point de vue technique, il est vraiment présent. Donc je trouve que c'est aussi un intérêt de ce secteur-là, c'est que ça permet aussi de satisfaire une curiosité peut-être insatiable, et donc de justement découvrir de nouvelles choses tout le temps. Voilà, c'était la minute étalage de science et bisounours. Si je peux intervenir là-dessus, c'est que moi je me forme aussi pour une autre raison, c'est comme je suis auto-entrepreneur, mais mon objectif principal, c'est je suis en recherche d'emploi. Je me forme aussi pour me maintenir à jour dans le domaine cyber, être sûr qu'à un moment, je vais pas arriver en entretien, on me pose une question et qu'en fait, comme ça fait 1 an que j'ai pas pratiqué, je ne sais pas répondre. Il y a aussi cette importance-là pour moi en recherche d'emploi de juste se mettre à jour, être au niveau quand on me demande. Merci Geoffroy. Parce qu'en plus des nouvelles technologies sur lesquelles il faut qu'on se forme, dont tu parlais, il faut aussi se former sur l'avancée des black hats, ce qu'on appelle donc les hackers non éthiques, qui eux avancent toujours aussi sur la recherche de nouvelles failles. Et il nous faut se tenir au courant sur ces failles pour pouvoir justement y pallier dans nos systèmes d'information derrière. Ouais. Totalement. Et peut-être avant de passer ensuite à une première phase de questions et au deuxième grand temps de ce podcast, vu qu'on fait plein de digressions et qu'on discute ensemble, j'avais une question là, qui m'est venue. Enfin, on parlait de comment on en est arrivé là. Et moi, je sais qu'il y a un truc qui a bien marché, c'est me dire je vais être elle quand je serai grande. Et c'est me dire elle m'inspire, son métier, je le connaissais pas, mais j'ai envie de faire ça. Enfin, par exemple, il y a 3 ans, j'avais rencontrer Fanny Forgeot, qui est la DG de Yugosha. Et j'étais là, elle est vraiment stylée quand même, je vais lui ressembler plus tard. Et parfois, ça peut aider à trouver sa voie aussi. Et est-ce que vous avez ce genre de réflexion? Il y a des personnes qui vous ont inspiré, ou alors vous êtes allé à des événements, c'est via le réseau aussi que vous avez pu trouver votre voie? Moi, par exemple, ça a été en fin de lycée. J'avais pas du tout prévu d'aller là-dedans et honnêtement, je savais pas trop où aller. J'étais presque parti sur un métier de photographe, donc on en est quand même très très loin. Et il y a eu une présentation à des élèves de l'école que j'ai fait par la suite, donc DUT Réseau Télécom, à laquelle j'ai pas trop écouté le début de la présentation et sur laquelle ils ont fini sur la seule phrase que j'ai écoutée et qui m'a fait vriller total. C'est vraiment en cours, les gars, si vous vous connectez sur Facebook, faites attention parce qu'il y en a qui se sont fait prendre leur mot de passe par les autres élèves et ils se sont fait défoncer leur Facebook. Et là, je dis, mais putain, mais moi, je veux aller là-dedans, c'est trop bien, quoi. Et en fait, du coup, je suis parti là-dedans. Alors, il se passe que c'est beaucoup plus protocolaire que ça, parce qu'on n'apprend pas forcément à hacker, parce qu'il faut apprendre à hacker. Il faut d'abord connaître le fonctionnement du réseau et des équipements qu'on utilise sur ce même réseau. Donc, c'était beaucoup plus protocolaire. Petite déception là-dessus, jusqu'à l'arrivée en licence, où là, on a vraiment travaillé sur ce genre de choses. C'est comme ça que je suis arrivé dans la sécurité et dans le réseau, plus généralement. Moi, je voulais être pilote de chasse. Donc, bon. Moi aussi. Lunettes oblige. Donc, je suis restée dans ce qui est domaine de l'armée. Et c'est vraiment pendant mes cours à Saint-Cyr que j'ai découvert tout ce monde cyber et le monde de la cyber des armées. Et ça m'a donné envie de continuer et d'en faire ma carrière. Et moi, la géopolitique, ça fait très longtemps. Quand je suis sorti du lycée, je savais que je voulais faire ça. Et le cyber, c'est les professeurs qu'on a eu à l'EFG, Kevin Limonier, Madame Douzé, et même Louis Pétignot, moi, à mon échelle, c'est des personnes que j'oserais qualifier de génie. Quand on voit l'étendue de leurs travaux, etc., c'est des personnes qui sont très inspirantes, qui ont des axes d'études qui sont, moi, très intéressants. Et après, ça a été mon stage au Cyber Institute, qui a été une expérience géniale, où j'avais rien trouvé pour valider mon année. Du coup, je commençais à être dans un petit problème à mon échelle, et Madame Douzé m'a dit je connais des gens qui cherchent quelqu'un, tu peux correspondre. Ça s'est fait très vite, ils m'ont recruté, ça a été génial. Milieu international, humanitaire, guerre en Ukraine, parfait. Voilà. Parfait, ouais, super conclusion. Avant de passer à la suite. Attends, toi Léa, c'était qui?
Ah bah non, t'as déjà dit. Fanny Pardon, Forgeot, toujours. désolée, Mais il y en a eu je me plein. En concentre. fait, j'ai une légère tous les mois, j'ai ma Moi, c'est nouvelle toi, mon inspiration. Ça aide, je m'invente des vies, tout ça. Peut-être avant de passer à la suite, est-ce que vous avez des questions, des remarques ou vous voulez partager aussi des trucs que vous avez vécu? Enfin, c'est vraiment l'objectif, là, on n'est pas beaucoup. C'est le moment. On a dit Sinon, qu'on on était passe à des la suite. centaines de personnes il y a 30 secondes. C'est pas grave. Ouais, je serai toujours là pour casser tes messages. Si vous avez des questions par rapport donc justement au parcours de Geoffroy, Mathieu et Emma, n'hésitez pas. Et juste après, on passera un peu débunker les mythes qui sont liés à la cyber. M'obligez pas à changer ma voix pour poser des questions comme si je faisais partie du public. Je te passe le micro. Oui, moi je voulais savoir le nom de la boîte de Geoffroy. Parce que tu nous l'as pas donné et tu nous en parles depuis tout à l'heure et c'est le moment de nous en parler. J'allais chercher mon badge, je connais même pas. Très sobrement, je suis le PDG et fondateur de Geoffroy Cartographie. Moi-même, Geoffroy Milochaud. C'est simplement, voilà. C'est efficace. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? J'aurais une question pour tous les trois. On a vu quel était votre parcours et où est-ce que vous en étiez aujourd'hui. Et moi, je me demandais comment vous vous projetez dans l'avenir. Enfin, je sais que c'est une question qui est extrêmement large, mais dans les quelques années qui viennent, est-ce que vous avez déjà des idées de là où vous voulez aller? Est-ce que vous voulez rester en cyber ou est-ce que vous laissez toutes les portes ouvertes pour la suite? Moi, je suis pas dans les trois, mais je pense que je peux dire un truc intéressant. Donc voilà, on y va. Voilà. Mais je veux juste dire que, par exemple, je suis dans un grand groupe et quand je suis arrivée il y a 1 an, j'avais aucune idée des métiers qui existaient. Et par exemple, ce que je prévois de faire dans les prochains mois, prochaines années, je connaissais même pas l'intitulé. Donc en fait, vous inquiétez pas non plus si vous savez pas ce que vous ferez dans 10 ans, parce qu'en fait, ou même l'année prochaine, ou même dans 6 mois, dans 3, voilà, c'est vraiment pas grave et on en découvre aussi en allant dans les différentes entités. Une minute intéressante. Moi, l'année prochaine, j'espère que je serai là pour parler dans un autre podcast. Et sinon, en fait, j'espère juste trouver un travail et pouvoir arrêter mon entreprise de cartographie. Non, en fait, arrêter l'entreprise de cartographie, je sais que je vais pas avoir trop le choix vu les milieux dans lesquels je cherche, on me l'a dit. Donc voilà, tout simplement trouver un travail sans doute plutôt au niveau des services publics dans un domaine de défense, parce qu'en fait, c'est ce qui m'intéresse. Moi, pour ma part, ce serait peut-être plus pour l'instant de passer sur des projets à plus grande envergure, multi-tower, et pourquoi pas d'évoluer sur ton domaine, donc le domaine défense. Je pense que ça pourrait être une belle évolution. Sinon, passer totalement sur un poste encore plus typé organisationnel, type manager ou ce genre de choses. Donc vraiment une gestion d'équipe et sortir de cette partie orientée projet, du moins. Ok. Et toi, Emma? Alors moi, je suis de carrière, donc j'en ai encore pour 27 ans. Donc, les décomptes. Mais non, j'aimerais évoluer en fait, donc gagner en grade en fait et on va dire dans les grades, oui, et en responsabilité au niveau de la cyber des armées. Et pour ceux qui connaissent, faire l'école de guerre pour après avoir des hauts postes dans la cyber. Okay. Mais ça, c'est dans longtemps. Et moi, j'ai un micro, donc je me permets de répondre aussi. Alors écoute, ce serait justement être présente sur différents types de projets. Pour l'instant, je suis présente sur tout ce qui est projet Pentest. Vous avez qu'à regarder le premier épisode de La Matrice à bugger pour en savoir plus. J'accompagne aussi tout ce qui est gestion de projet qui va toucher au bug bounty, donc qui est vraiment le corps de métier de l'entreprise dans laquelle je travaille, Yugosha. Et en fait, on essaye aussi de faire des projets qui sont de plus en plus pédagogiques et justement qui s'inscrivent un petit peu aussi dans la même lignée que la matrice à bugger pour que les jeunes s'intéressent à la cyber, parce qu'il y a besoin de monde dans la cyber, et donc former de plus en plus de hackers éthiques et vraiment consolider cet écosystème, parce que c'est un bel écosystème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est une question un peu double. La première question, c'est, vous savez, en collège, on a souvent un entretien avec un conseiller d'orientation, ou même avec, à cette époque-là, au collège, où est-ce que vous vous voyez? Tu nous as dit un petit peu, Manon, toi, où tu te voyais, toi, entre avocat et coiffeur.
Est-ce que ça correspond? Et puis deuxième chose, si vous, aujourd'hui, vous deviez parler à vous du collège, il y a en sixième, en cinquième, en une phrase, qu'est-ce que vous diriez pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? Mais un peu en coupant. Enfin, c'est une phrase un peu de prise de recul, mais voilà. Merci Joris, parce que oui, je connais le nom de mes intervenants. Pour le coup, oui, la conseillère d'orientation, elle n'était pas trop chaud pour avocat coiffeuse. Elle m'a vite recalée. Et t'anticipes un petit peu une question, mais ça mange pas de pain de commencer par maintenant. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais c'est pas grave. Est-ce que justement, vous aurez, pour reprendre les mots de Joris, un conseil à donner à votre ancien vous-même ou justement aux personnes qui sont en recherche d'orientation et par rapport à votre milieu? S'il souhaite, je refais ma question parce qu'elle est moche, pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans la cyber, quel conseil vous lui donneriez pour ce faire? Je lui conseillerais pas de se lancer dans la cyber. Super réponse, Mathieu. Merci beaucoup. Tu vas voir où je veux en venir, parce qu'au même titre qu'est la cyber une spécificité des réseaux et de la télécommunication, je pense qu'il faut d'abord taper assez large dans ce qu'on souhaite faire et ensuite se spécialiser sur un domaine, notamment là la cyber pour nous, mais ça peut être des domaines complètement différents, typiquement la cartographie, donc toi tu la lis avec la cyber aussi, mais c'est une autre forme de spécialisation dans notre domaine. Et je pense qu'il faut pas se précipiter sur une spécialisation, ça se fera naturellement par rapport quand on connaît le sujet, on s'orientera naturellement sur les sujets plus spécifiques. En fait, j'avais pas du tout prévu de faire de la cyber quand j'étais au collège. Donc, si je devais prévoir que je vais faire de la cyber, j'apprendrais peut-être à coder plus tôt, plus vite, parce que c'est utile, parce que je sais pas le faire aujourd'hui. Et en fait, ça me bloque. Typiquement, dans ma recherche de formation permanente, le fait de pas savoir coder, ça me bloque à certains moments. Et ça bloque certains organismes de formation qui veulent pas me prendre à cause de ça. Emma? Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier, donc je ne conseillerais pas les gens de faire mon parcours, mais pile le mien. Mais sinon, c'est comme disait Geoffrey, c'est d'apprendre surtout les bases, en fait, et pour après se spécialiser. Et parce qu'en fait, c'est des métiers tellement différents. Tous les trois, en fait, on est dans la cyber, même tous les 5, on est dans la cyber, entre guillemets, et on fait pas du tout les mêmes métiers. Donc, c'est vraiment d'avoir les bases et après de se spécialiser et d'être peut-être polyvalent pour après pouvoir un peu voguer dans ce milieu-là. Puisque même nous, le ministère des Armées et le ComCyber, on recrute plein de profils différents en tant qu'agent sous contrat, donc en CDI, en tant qu'officier sous contrat spécialisé. Donc en fait, on a plein de profils différents. Donc c'est vraiment faire une base pour après se spécialiser. Et de toute façon, je ne sais pas pour vous, mais en fait, moi, mon poste, c'est chaque poste, j'ai dû en fait apprendre sur le tas, entre guillemets, parce que on ne peut pas se spécialiser dans la cyber pour un seul poste. C'est pas possible. Mais toi, par exemple, tu n'as pas besoin de coder dans ton quotidien? Non, mais j'ai des collègues qui sont exactement dans la même section que moi, qui nous aident en fait en codant pour créer en fait des applications qui facilitent notre quotidien, quoi. Donc grâce à eux, en fait, on va plus vite sur nos tâches, on peut faire des choses un peu plus précises. Et donc non, on a besoin de gens qui savent coder chez nous. Et s'ils partent un jour, on est un peu, on est inquiet. Bien rattrapé. Et toi, Manon, qu'est-ce que tu te dirais? Moi, je nuancerais un tout petit peu le propos de Geoffroy, parce que justement, nous, on insiste dans notre discours, que ce soit dans la matrice à bugger et dans le programme des cadets de la cyber, sur la diversité des profils qui peuvent évoluer dans ce secteur. Que ce soit Léa ou moi, on n'a pas besoin de coder dans notre quotidien. Léa, je te vois si mal coder. Mais je l'aime. Mais donc non, il y a des carrières qui peuvent être très différentes justement sur ce qui peut toucher à la gestion de projet. La carrière comme Emma de CTI, donc de Cyber Threat Intelligence, qui nécessite... Je l'ai bien prononcé. Hein. Impressionné, vraiment. Donc qui nécessite des compétences qui vont être très différentes. Et bien évidemment, Mathieu l'avait bien souligné, trouver un emploi
avec plus de technicité sera peut-être un petit peu plus aisé. Mais si c'est pas votre truc, c'est pas votre truc et c'est pas dramatique. Encore une fois, par contre, pas de censure sociale, pas d'autocensure parce que vous êtes une femme ou parce que il y a trop de raisons en fait de s'auto-censurer. Donc don't do that. C'est facile à dire, moins facile à faire. Mais non, il y a vraiment des profils qui sont très différents. On vous invite encore une fois à réécouter les autres épisodes. Je balance de la pub. Tire l'arigot, c'est magnifique. Écoutez les autres épisodes de La Matrice à bugger. On essaie justement de vous prouver qu'il y a pléthore de profils dans ce secteur d'activité. Je ne sais plus où j'en étais. Vas-y. Mais je vais m'auto-poser la question, il n'y a pas de problème. Voilà. Qu'est-ce que tu te serais dit, Léa? Mais alors c'est ma minute un peu bisounours et je suis désolée pour ça, pour ceux que ça saoule, mais en vrai je me dirais la même chose, je me dis la même chose depuis 10 ans, c'est genre t'inquiète, ça va bien se passer. Et en vrai ça va bien se passer, et à chaque fois, et quand vous allez chercher un nouveau master et l'alternance et le premier job, et à l'intérieur du job quand il va falloir se réorienter, et peut-être vous allez devoir changer de boîte et tout, et à chaque fois ça passe en réalité, même si on se stresse beaucoup et tout, ça passe et vous pouvez changer, se réorienter et tout. Et je crois que j'aurais voulu me rassurer pour ça, ce que je continue toujours à faire aujourd'hui. Et ça peut toujours aider, quoi. Merci. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu des nouvelles questions? Vous avez partagé le secteur d'activité, ce qui vous animait, pourquoi vous aviez pris plutôt cette trajectoire. Vous parlez de formation, de compétences, mais humainement, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous plaît dans la cyber au quotidien? On a parlé plutôt de l'aspect théorique. Manon, j'ai cru comprendre que les hackers éthiques pouvaient être un peu ton dada. Pour les autres, qu'est-ce que c'est en fait pour vous la cyber et ce qui vous anime vraiment avec le cœur plus qu'avec la tête? C'est une super question, merci beaucoup. Oula Mathieu, je sens que tu as envie de répondre là. Vas-y Emma. Moi, c'est facile pour moi, puisque en fait, j'ai toujours voulu être militaire. Donc, c'est tout cet aspect, servir la France, avoir un idéal. Et moi, je me suis réorientée, par exemple, puisque au début, je devais être officier des armes quand on voit à la télé tout ce qui est régimentaire. Et en fait, je me suis dit, c'est peut-être pas fait pour moi. Et en fin de compte, travailler dans la cyber des armées, ça me permet de voir des choses super. Je pense... c'est des métiers en fait que dans le civil je pourrais pas retrouver, puisqu'il y a quand même l'aspect militaire et donc tout ce qui est cohésion, tout ce qui est ensemble, et en fait c'est ça en fait qui me plaît dans la cyber et plus spécialement dans la cyber des armées, c'est de pouvoir aider la France mais via la cyber. C'est une très belle réponse, merci à toi. Mathieu, si tu sais pas quoi dire, tu peux juste dire ça te permet de travailler avec moi. Hein. Et c'est ça qui t'anime vraiment. Surtout après la réponse de Emma. Dis pas ça. Ok, mon engagement est peut-être beaucoup moins solide, clairement. L'argent. Non, ouais, je saurais pas dire. En fait, sur la cyber, je saurais pas dire. Sur les télécommunications, c'était vraiment l'aspect de connectivité que ça offre au monde entier. Enfin, c'est assez impressionnant tout ce qu'on peut faire avec le réseau et les télécommunications. Après, la cyber, c'est plus, comme je disais tout à l'heure, une spécificité et qui s'offre à nous pour sécuriser tout ça, parce qu'on le sait, par exemple, les données personnelles, c'est quand même quelque chose d'ultra sensible. Hein. Quelqu'un qui a toutes vos informations, il peut vous duper votre vie et prendre votre place complètement. Donc, c'est peut-être sur ce point-là que ça s'inscrirait de mon côté. Ouais. Merci Mathieu. Moi, il y a je dirais, dans le cyber, ce qui m'intéresse, c'est le côté, déjà, d'un point de vue géopolitique, pour être exhaustif, c'est un espace géopolitique comme les autres. Moi, je travaille dans une géopolitique internationale, je ne fais pas de la géopolitique locale, etc. Je fais de la géopolitique de pays, de conflits, beaucoup. Et c'est impossible de penser le monde sans penser le cyberespace. Donc, pour moi, c'était une évidence d'être là-dedans. Et aujourd'hui, j'aime le faire parce qu'il y a des nouvelles problématiques, ça me permet de m'aérer l'esprit. Oui, je m'aère l'esprit avec le cyber, vraiment. C'est-à-dire que je vais travailler sur le conflit russo-ukrainien. Bon, il y a des chars, tout ça. Puis là, soudainement, il y a des hackers, ça change un peu, c'est différent. Voilà, moi, c'est ce côté-là. Ça me permet d'avoir des problématiques très différentes, des problématiques de terrain, de géopolitique un peu classiques. Il y a plein, justement, pour rebondir sur ce que Geoffroy dit, il y a plein d'articles qui touchent à ça, justement, à l'impact cyber, pas forcément à l'impact cyber, mais aux enjeux qui se jouent plutôt dans le cyberespace, dans n'importe quel conflit. Pour la petite histoire, mon mémoire de recherche en Master 1, je l'avais fait sur le féminisme dans le mouvement du Hirak en Algérie. Et tu vois, un truc qui, quand même, était très concret, qui se passait beaucoup dans les rues, dans les manifestations, et il y avait une énorme dimension cyber.
Je vous invite pas du tout à lire mon mémoire parce que c'est pas. Mais il y a plein d'articles que vous pouvez retrouver qui sont super intéressants. Voilà, c'était absolument pas dans le sujet, mais vas-y Léa. Et maintenant, j'allais vous proposer de passer à la séquence suivante du podcast, parce qu'il y a des séquences dans ce podcast, voilà. Là, on voulait s'intéresser donc aux mythes et aux réalités. Oh là là, l'enchaînement. Justement, là, on aimerait vous faire intervenir. Est-ce que... je suis en train de targeter des personnes dans la salle. Salut. Est-ce que vous auriez des comment on appelle ça? J'ai plus le mot. Des clichés enfin, par exemple, avant de connaître ce secteur? Oui, par exemple, moi, je travaille chez Capgemini vraiment sur le secteur défense classique. Ma grand-mère dit à toute ma famille que je travaille dans la police parce que défense, y a un police, qui a été fait cyber et défense, voilà. Des assimilations d'idées très classiques. Donc typiquement le petit cliché quand même, voilà, rattaché. Donc voilà, j'ai commencé et je vous passe la parole. Même les trucs les plus hardcore, hein, c'est drôle. Moi, j'ai une petite idée du cliché. C'est pareil, dans ma famille, on me demande si je travaille avec des petits geeks. Et finalement, en me disant, ça doit être exceptionnel qu'il y ait des femmes dans ton secteur. Pour la petite anecdote, là, dans la salle, on est déjà 3. Même si on est 100, je suis d'accord. Mais voilà, j'ai la chance de travailler avec Léa et entre autres Charlotte dans une équipe absolument à 50% de parité entre hommes et femmes. Et non, on n'a pas de petits geeks. On a des techos, on a des techs, voilà. Mais on a des geeks de grands enfants, mais qui savent aussi échanger et parler notre langue. J'adore ta dit le cliché et débunker le cliché toute seule. Franchement, public qualitatif. Est-ce qu'il y aurait un autre cliché que vous souhaitez partager? Et même vous, Emma, Mathieu, Geoffroy, j'essaie de faire le bon enchaînement. Est-ce que vos proches avaient des clichés par rapport à votre job avant que vous leur en parliez? Moi, c'est incongru. J'ai passé ce mot, par contre, faites attention à ça. On m'a déjà présenté en tant que cybercriminel. Ce qui est quand même tout à fait l'inverse. Et ouais, c'était le petit truc que je voulais partager. Et ouais, donc oui, non, c'est complètement l'inverse. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent absolument pas ce milieu ni ce domaine et qui manifestement me connaissent mal aussi. Après, on a capté que tu étais intéressé par la cyber pour craquer les mots de passe Facebook. Donc en vrai, ton discours... C'était ça, on est d'accord. Ouais, choper les photos, c'était mon but dans la vie à la base, en sortie de lycée. Emma, est-ce que toi, justement... Ah, pardon. Ah bah non, désolée, Emma. Non, mais moi, pour pas avoir un profil technique, depuis que je travaille en cyber, ma mère vient me voir assez souvent avec son Word qui bug et qui me dit ça marche pas, j'ai pas sauvegardé, récupère-le moi. Et en fait, pour une bonne partie de ma famille, finalement, juste pour travailler dans le numérique, on m'a mis une étiquette où j'appartiens à une catégorie de gens qui ne se représentent pas du tout, je pense, le domaine de la même façon. Comme que ce soit, donc on a l'impression de pouvoir tout faire en technique, ou même je trouve que le cyber aussi, parfois, il est un peu fantasmé ou mythifié. Parfois, ça va jusqu'à la théorie du complot avec, sur plein d'autres sujets. Mais c'est dur à saisir. C'est dur à saisir géographiquement. Je pense à Geoffroy, du coup. Mais c'est dur à saisir aussi dans son quotidien, finalement, l'impact que ça a. Et du coup, je pense que c'est un... Quand on y rentre, même si c'est des gens qu'on connaît depuis toujours, il y a des petits clichés qui se mettent sur notre tête, alors que finalement... voilà, c'était pour partager. Moi, du coup, à l'inverse, dans ma famille, maintenant, j'utilise ça comme un argument d'autorité. Quand je casse la télécommande et que mes parents me disent « c'est toi qui l'as cassé », je dis « non, c'est moi qui connais le cyber, me parle pas de la télécommande, j'ai raison ». Je joue de mon autorité dans le cyber alors que je suis cartographe, oui. Oui, c'était surtout... en fait, je suis allée chez la coiffeuse il y a quelques temps et elle m'a dit, je dis ah bah oui, je suis dans le cyber. Et là, elle me fait ah mais du coup, est-ce que c'est comme dans les films vous faites absolument tout rapidement et tout. Et là, je lui dis bah non, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'écris une ligne de code, j'appuie sur le bouton test, ça marche pas. Parce que ça ne marche jamais du premier coup.
je réfléchis, je vais sur Internet, je pose la question à Internet. Alors maintenant, il y a chat GPT, super. Hein. J'ai même plus besoin de connaître. Hein. Ou alors, je vais sur Stack Overflow pour les gens qui connaissent. Et là, j'ai quelques réponses. J'essaye, ça marche pas. Parce que mon problème, en fait, il est un peu plus spécifique. Du coup, là, je cherche la spécificité. Et puis là, ça marche. Je comprends pas trop pourquoi ça marche. Bah, je touche pas. Merci beaucoup. Et ça fait bien la transition avec le dernier temps, on va dire, qui est... alors, pas un vrai-faux, parce que de un, on n'a pas de panneau vrai-faux. Hein, le Manon... Donc, on a proposé Voilà, avec voilà. Léa, vous levez la main comme ça veut dire vrai, et ça veut dire faux. Et puis, en fait, c'est un podcast, Ouais. donc personne verra, donc ça marche pas du tout, en fait. Voilà. Mais, et puis, enfin, n'hésitez pas pareil à rebondir et à participer aussi. Mais la première, c'était, bon, allez, cassons les clichés ensemble. C'est, il faut être premier de la classe pour faire de la cyber. Il faut avoir eu le parcours parfait. Ou, en vrai, ça va, on peut se débrouiller. Bah, ça va clairement se débrouiller parce que sinon je serais pas là. Ouais, je suis devenu le premier de la classe assez récemment. C'est-à-dire que maintenant, comme je suis tout seul dans mon entreprise, je suis le premier. On va pas se mentir, les sciences, ça a été très vite compliqué pour moi. C'est peut-être pour ça que j'ai pas appris le codage non plus d'ailleurs. Oui, non, faut pas être le premier de la classe. On peut, comme dit le cyber, en fait, c'est tellement vaste, au-delà des clichés, etc., que on peut toujours, entre guillemets, faire du cyber avec ses connaissances à soi, intégrer un univers cyber et mettre ses connaissances au service, parfois du technique et de la compréhension même de l'espace, puisque on l'a dit, c'est un espace qui évolue tout le temps, il faut le comprendre, et tout le monde, tous les profils peuvent être utiles à ça. Et toi, Emma, est-ce que tu étais première de la classe? Moi, je suis un mauvais exemple. J'ai toujours été très bonne à l'école. J'ai fait une classe prépa. Mais non, pas du tout. En fait, il y a tellement de profils variés qu'on peut toujours retomber en fait, sur ses pattes. Donc, Merci. Salut, moi c'est Charlotte. Je voulais juste peut-être parler d'un profil. Quand je travaillais au ministère des Armées, je travaillais notamment avec un mec qui en fait était électricien à la base. Et c'est devenu en fait celui qui cryptait pour nous, celui qui faisait toutes les ce que tu racontais tout à l'heure en fait, des petites applications, ce genre de choses. Donc en fait, il venait d'un milieu mais complètement différent. Et puis, enfin, complètement différent. Oui, l'électricité, c'est pas... bon, il y a des circuits, il y a quand même des choses... des chemins de réflexion peut-être un peu similaires, j'en sais rien, mais voilà. Donc, du coup, c'est peut-être pas forcément le premier de la classe. Enfin, dans le sens, c'était clairement le premier, en tout cas. C'est un mec qui s'est toujours bien débrouillé et c'est un mec qui a toujours fait des choses ultra de ouf. Par contre, il venait pas du tout de ce milieu, quoi. Donc, il a appris en autodidacte et c'est aussi bien ça pour la cyber, c'est que tu peux apprendre ce que tu veux, quand tu veux et progresser comme tu le veux, en fait. Pour rebondir, oui, de manière générale, la débrouille quand on travaille dans le cyber, c'est très important. Dans l'OSINT, c'est essentiel. Il faut savoir se débrouiller plus que maîtriser des outils. Donc, en effet, n'importe qui, si vous avez un esprit, même des façons de penser qui peuvent être particulières, vous allez pouvoir vous débrouiller dans le cyber. J'ai un truc à dire. C'est parce que c'est super pertinent ce que tu dis. Merci, Geoffroy. On a des intervenants de qualité, je ne cesserai de le répéter. Pour rebondir sur les hackers éthiques, la plupart... bon... Non, mais tu vas comprendre le lien. Il y a énormément de personnes qui sont formées en autodidacte, en fait, dans la cybersécurité, et notamment ceux qui sont sur la cybersécurité offensive, parce qu'il y avait peu de formation jusqu'à peu. Et donc, en fait, les gens se formaient pas mal sur ce qu'on appelle des CTF, donc des captures de flag, accent moins bien cette fois-ci. Donc des compétitions qui se passent soit en ligne, soit en présentiel. Et donc, pour répondre à la question que Léa a posée, je sais pas s'ils étaient premiers de la classe en vrai, hein, ça se trouve c'était le cas. Mais bref, pas obligé. Il y a des formations en ligne, il y a des formations maintenant qui existent dans les universités pour se former à la cyber. Et il y a une autre question à ce niveau-là. En fait, c'était pour revenir sur la partie premier de la classe, tout ça. Désolée, je raconte un peu ma vie, mais je vais en venir à on est là quelque pour chose ça. de pertinent. Parce que du coup, j'ai une double formation technique et sciences politiques. Et dans la partie technique, on va dire que je suis vraiment dans les premiers de ma promo. Et pourtant, je suis
pas du tout compétente. Ma seule compétence, c'est de savoir d'être forte pour passer un DS, un contrôle. Et du coup, il y a des gens qui sont très forts en cyber, qui font des La gestion du PKF tout le stress. temps, des challenge hacking, et qui peinent à valider leur année. Et moi, je suis beaucoup moins forte qu'eux, je pense, mais je suis dans les meilleurs de ma promo, donc ça ne veut rien dire. Voilà. De façon générale, je pense que la théorie en cours et le monde du travail sont deux choses complètement différentes, hein. Il y a l'apprentissage et l'application. Tu peux apprendre autant de trucs que tu veux et ne pas savoir les appliquer derrière. Tu seras la plus grande débile dans le monde du travail. Et le peu de connaissances que tu peux avoir, je sais de quoi je parle, réussir à les appliquer derrière, ça suffira largement pour réaliser ton taf. Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec ça. Il y avait un autre partage. Oui, du coup, moi, je voulais nommer la compétence de curiosité. Ça reprend un peu ce que vous avez dit juste avant, mais je ne sais pas si vous en avez parlé un petit peu plus tôt dans le podcast, mais au niveau des soft skills, en fait, moi, c'est vraiment celle-là que je mettrais en avant, parce que comme on parlait du parcours de l'électricien, là, tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'aller faire la piscine de l'école 42, et effectivement, il y avait vraiment plein de parcours différents, et c'était la curiosité, en fait, et l'envie d'apprendre, la soif d'apprendre que les gens avaient, et l'envie de partager avec les autres qui a fait qu'ils réussissaient comme ça, en fait. Donc, vraiment, la soif d'apprendre et la curiosité, je mettrais ces compétences-là en avant. 100% d'accord avec toi. Ouais, merci beaucoup. Voilà, si quelqu'un veut partager, concrètement, est-ce que la cyber, c'est aussi retrouver n'importe qui sur Internet ou pas? Du coup, je vais dire non parce que du coup, il y a un cadre. Et du coup, dans ce cadre, on travaille avec un client en fait qui nous fait une demande au début. Et dans cette demande, il y a un périmètre. Et donc, ce périmètre, il est cadré dans le temps, il est cadré géographiquement sur ce qu'il veut qu'on teste exactement. Et il peut avoir 2 sites géographiques, par exemple, mais 3 sites géographiques et vouloir qu'on travaille que sur 2 sites. Et donc, du coup, on n'a pas le droit d'aller au-delà des prérogatives qui nous sont attribuées, en fait. Voilà. Donc, il y a un cadre et il faut le respecter parce que sinon, derrière, il y a des conséquences, effectivement. Ne soyez pas un cybercriminel comme Mathieu. Il y a encore une intervention du public. En fait, j'essaierai d'ouvrir un peu ce que tu viens de dire. Parce que ça dépend. Et je pense qu'on peut retrouver beaucoup de choses sur beaucoup de monde. Ça dépend si t'es white ou si t'es black, justement. Ça dépend dans quelle législation tu te trouves. Ça dépend aussi quelles sont tes velléités. Ça dépend... et puis, il faut pas oublier une phrase. Jamais. Internet n'oublie rien. Voilà. Donc, en fait, Internet n'oublie rien. Donc, en fait, si tu veux, tu peux faire... On a une empreinte sur Internet et tu peux pas... tu peux plus l'enlever, quoi. Tu vois. Donc, en fait, si tu es un peu malin, tu peux retrouver pas mal de choses sur beaucoup de personnes. Intervention très rassurante de Charlotte. Qui enchaîne sur la suivante, à moins qu'il y ait encore une intervention du public. Non, mais... Vas-y, Joris. Merci, Geoffroy. Non, mais en fait, finalement, retrouver quelqu'un ou quelque chose sur Internet, je pense que quand on veut, on peut, et les moyens qu'on se donne. Et en fait, ce que disait Charlotte, ou ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, il y a 2 choses. Il y a le cadre légal et il y a aussi l'éthique qu'on veut se mettre. C'est-à-dire, si c'est pour retrouver votre pote pour savoir si c'est créer un compte Insta, bon, tout le monde peut le faire et il n'y a pas de problème d'éthique. Après, dans la cyber, moi, je vois vraiment ça comme un nouveau continent à fond pionnier sur lequel on défriche beaucoup de choses. Et la question, c'est jusqu'à où vous allez couper des arbres ou jusqu'à où vous allez escalader une montagne. Wow. Donc, il faut... Petite métaphore nature. Et il nous reste 2 petits mythes à craquer ensemble. Parce que du coup, ça va avec ce que tu disais, Charlotte. C'est est-ce que du coup, vous êtes flippé de vous faire hacker tout le temps quand vous faites de la cyber et que vous voyez tout ce qu'on peut faire, ou flippé de mettre des trucs sur Internet ou de savoir ce qu'on va raconter sur vous, quoi? Ou pas du tout, et votre mot de passe, ça reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que 8, quand même, c'est stylé. Donc Mathieu a répondu, il n'a pas peur, il aime le risque.
Je pense que je me suis assez compromis tout seul sur mes réseaux sociaux pour pas avoir besoin d'un hacker. Non, en fait, c'est un mix, c'est-à-dire que on sait qu'il y a des choses, donc je prends beaucoup plus de mesures maintenant et je fais prendre beaucoup plus de mesures, par exemple, même aux personnes vulnérables de mon entourage, comme ma grand-mère ou les personnes âgées de manière générale. Après, est-ce que je suis devenu parano? Non. Et puis, en fait, c'est pareil. Moi, les plus gros incidents qui m'arrivent, c'est quand mon PC se met à cesser de fonctionner et personne n'y est pour rien, donc. Moi, j'ai peur tout seul, voilà. Mais c'est pas le cyber, quoi. Ça marche. Alors, si je devais avoir peur à chaque fois que je vois des choses, c'est la merde. Ouais, il faut pas s'arrêter de vivre, comme disait Geoffroy. En fait, faut pas être parano. C'est que quand on rentre dans le milieu, surtout de la défense, on voit des choses et on se dit ah oui, ok. Les acteurs de la menace peuvent faire ça, mais en fait, dans tous les cas, on ne peut pas être parano parce qu'on sera toujours vulnérable. En fait, c'est des petites choses au quotidien pour essayer de faire le moins d'erreurs possible. Mais sinon, en fait, on arrête de vivre, on n'a plus de téléphone, on n'a plus rien, on n'a plus d'ordinateur. Donc, on ne peut pas s'arrêter de vivre sur ça, quoi. Mathieu? Mais ouais, d'expérience, par contre, ça peut être assez flippant quand on voit les applications qu'on teste, des applications des collectivités, par exemple, et qu'on voit les failles de sécurité qu'il y a dessus. Je suis pas concerné parce que j'ai pas d'enfants, mais je me dis que pour les parents, quand on voit tout ce qu'ils peuvent récupérer en information sur les enfants, ça peut aller jusqu'à l'allergie, hein, parce qu'on le transmet à l'école, par exemple, pour la cantine ou des choses comme ça. C'est assez flippant de voir déjà le peu de sécurité qu'il peut y avoir sur certaines applications et surtout toutes les informations qu'ils peuvent avoir. Après, en soi, tout ça, ils peuvent l'avoir en crochetant votre serrure de votre maison aussi. Donc, il ne faut pas non plus se flipper juste sur un mot de passe qui pourrait être... alors, mettez un gros mot de passe, hein, clairement, mais il faut pas... Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se flipper juste à essayer de mettre le minimum sur Internet ou quoi que ce soit. Une serrure de porte, ce sera la même chose dans tous les cas. Attends, on a confisqué le micro. Je te remercie pour ces mots hyper rassurants, Mathieu. Hein, je pense est-ce qu'on finirait pas sur voilà, flipper tous ensemble, voilà. Et c'était un clap de fin, flipper tous. Il faut finir sur le fait que justement, il y a de plus en plus de formations et je vois dans la salle beaucoup plus d'intéressés aussi. Le but, c'est justement de se battre contre ces Black Hats et au même titre que la police, vous avez toujours des gens comme les gens présents dans la salle qui seront là pour vous aider à sécuriser toutes vos applications, etc. Là, c'est plus positif ou pas, Léa? C'est beaucoup mieux. On te réinvitera peut-être alors. Et merci beaucoup déjà à tous les trois d'avoir accepté de participer, de venir à Rennes et tout pour échanger avec nous. C'est génial, on est vraiment contents. Et merci d'avoir participé. Enfin, c'était vraiment l'objectif de pouvoir échanger ensemble et créer du lien aussi. Moi, j'aimerais que le public applaudisse parce que je me permets de donner des... C'était absolument pas pour donner un ordre, c'était juste pour que les auditeurs qui vont nous réécouter en rediffusion se rendent compte qu'on est 250 000 à peu près aujourd'hui réunis à Rennes. Merci à tous. Et petite minute d'autopromo du coup parce que c'est hyper important. Il y a la matrice à bugger sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre parce qu'on partage tout à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort. On met des stories de quand avec Manon le dimanche soir on est en train d'enregistrer sous des parapluies et des plaids pour avoir un meilleur son. Donc vous verrez ça en direct, franchement c'est pas mal. Et puis, vous nous retrouvez aussi sur Spotify, Deezer et Acast en version gratuite, sur YouTube aussi, donc sur à peu près toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous suivre. La matrice à bugger, il y a un épisode tous les 2 mois. Et il y a les QR codes sur les petits flyers que vous avez tous récupérés en sortant, mais si vous êtes là, pour beaucoup, vous les avez déjà eus à un moment donné. Merci beaucoup. Merci à tous. La matrice à bugger.